Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Excusez-moi, on va remettre en plein écran. Et que vous voyez tous correctement la présentation. Je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui. Vous êtes plutôt nombreux, ça fait très plaisir pour un webinaire un peu particulier, puisqu'aujourd'hui on associe deux entreprises qui travaillent main dans la main en coopération depuis de nombreuses années. Donc ProMuseum, fabricant de vitrines et de solutions pour les musées, et Editag Arts, professionnel de la protection rapprochée des œuvres, pour la protection des œuvres. Et aujourd'hui, on parlera du coup forcément de la protection des œuvres dans les vitrines. Ce webinaire va se dérouler en… Alors, pardon, déjà, voilà, on va se présenter quand même, c'est peut-être mieux. Donc, moi, je suis Philippe Rambert, responsable commercial pour toute la partie France chez Editag Arts. Et je suis accompagné de… Voilà, Juliette Dion, responsable de ProMuseum. Bonjour à tous. Super. Donc, ce webinaire va se décomposer en trois parties avec un fil conducteur. Donc, il y aura une première partie que Juliette va présenter sur une vitrine, qu'est-ce que c'est, comment elle est conçue. J'enchaînerai ensuite sur une partie de protection rapprochée des œuvres dans les vitrines, donc ce qu'on fait spécialement pour les vitrines en termes de protection et de conservation. Et Juliette finira sur du coup leur nouvelle solution en fait de conservation pour les vitrines qui viennent d'innover. Alors, attendez, je vois qu'il y a une question, je me permets juste de regarder rapidement qu'il n'y ait pas de problème, que tout le monde nous entende bien. Ok, c'est bon. Eh ben, on est parti, Juliette, je te laisse commencer. Ah, ça a ressauté, je crois que c'est ça. Hop. Ok, donc on va déjà regarder un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une vitrine. Alors, le mot vitrine est un mot très généraliste. Donc, vous avez plusieurs types de vitrines. Alors, attends, parce que voilà, c'est ça. Donc, vous avez des vitrines de différentes formes, les vitrines colonnes, vitrines armoires, vitrines hautes. Elles peuvent être autonomes ou encastrées dans une scénographie. Vous avez bien sûr toutes les gammes des vitrines tables qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui est art graphique. Et puis, vous avez les vitrines socles, les vitrines murales, les vitrines suspendues, les vitrines encastrées. Voilà. Donc, l'appellation vitrine représente énormément de réalités différentes. Après, on a deux types de matériaux pour la partie espace d'exposition. C'est soit le verre, soit les PMMA type plexiglas. Alors, en France, on n'est pas très friand du PMMA. Pour autant, c'est un matériau parfaitement inerte, ultra transparent, anti-effraction et donc il a quand même des propriétés intéressantes. Mais en France, on est très vitrine verre, très, très clairement. Après, vous avez des vitrines avec ou sans ossature apparente. On peut très bien avoir des vitrines type bibliothèque avec donc peu de critères d'étanchéité, peu de critères d'inertie pour des collections un petit peu enfin, pas trop précieuses. Et puis après, vous avez bien sûr toutes les vitrines très haut de gamme qu'on va appeler les vitrines patrimoniales. Voilà. Pour la partie socle, on a essentiellement du bois ou du métal. Et on verra que ce n'est pas neutre pour la qualification de la vitrine comme étant une vitrine potentiellement patrimoniale. Alors, ce qui va aussi beaucoup distinguer une vitrine l'une de l'autre, c'est son système d'ouverture. Alors, pour deux raisons. D'abord, pour la taille des objets et l'accessibilité à l'œuvre, et puis la manipulation. Il faut toujours faire très attention sur comment on met l'objet dans la vitrine et donc choisir le système d'ouverture qui va permettre de sécuriser l'œuvre. Alors, les ouvertures les plus fréquentes, vous les connaissez, c'est la porte battante, l'ouverture à la française, c'est la photo de droite. Là, j'ai mis une photo volontairement position verte, que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Après, vous avez bien sûr toutes les ouvertures à la ventouse qui posent le problème du poids du verre et puis de passer au-dessus de l'œuvre. Vous avez les vitrines qui s'ouvrent sur le côté, les vitrines motorisées qui s'ouvrent par en haut, les vitrines sur vérin. Voilà, on a plein de systèmes d'ouverture différentes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est en fonction du budget et en fonction du côté précieux de la collection pour pouvoir mieux conseiller sur le choix du système d'ouverture.
Après, ce qui compte, c'est de pouvoir avoir une ouverture avec une pression homogène. On y reviendra après. Alors, de quoi on parle aussi? C'est important de savoir que les normes qu'on a aujourd'hui sont assez anciennes. Il y a actuellement un programme d'écriture d'un nouveau corpus normatif sur la fabrication d'une vitrine dite patrimoniale. Mais aujourd'hui, ce qu'on a de disponible, c'est la XP X80002 et la NFZ 40010. L'une concerne vraiment les vitrines et l'autre la conservation des arts graphiques. Et en fait, voilà, une vitrine patrimoniale se doit de répondre à ces deux normes actuelles. Et puis, vous avez aussi, très intéressant, le vade-mecum de la convention préventive fait par le C2RMF qui a été révisé en 2013 et qui est un bon document pour voir comment présenter les collections tout en les protégeant et en les mettant en valeur. Et là, ils vont très loin, ils vont des réserves jusqu'au prêt des œuvres. Voilà, ça c'est vraiment le corpus qu'on a aujourd'hui. Alors, avec tout ça, une vitrine patrimoniale, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi? Alors, une vitrine patrimoniale, elle garantit la bonne préservation des fonds patrimoniaux. Elle doit éviter tout risque de chute de l'objet. Elle doit au minimum être étanche à la poussière, voire étanche à l'air quand il s'agit de faire un contrôle actif du taux d'humidité relative de l'espace d'exposition. Alors, on n'a pas aujourd'hui dans les normes le pourcentage d'étanchéité à l'air. A priori, sur la nouvelle norme, ils sont en train de se pencher dessus. Ça va être assez restrictif. Ils vont être plus proches des 0,1 volume d'air jour que du 0,7. Aujourd'hui, une vitrine patrimoniale, elle est plus ou moins étanche en fonction du système que vous allez utiliser de contrôle hygrométrique et puis aussi de la gestion des COV. Parce que ça peut être un problème d'avoir une vitrine trop étanche quand vous avez une collection qui dégage beaucoup de COV. Voilà, donc ça, c'est vraiment un dialogue à avoir avec la régie des collections, le conservateur, pour savoir comment est-ce qu'il veut protéger sa collection. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'une vitrine patrimoniale, on est plutôt entre 0,1 et 0,3 volume d'air jour. Voilà. Après, la sécurisation, on va parler, nous, de sécurisation passive, et c'est Edita qui vous parlera de la sécurisation active. Mais nous, en sécurisation passive, on a bien sûr le verre anti-effraction, qui, lui, est déjà mécaniquement un frein à l'effraction. Et puis, vous avez des serrures sécurisées type Abloy, qu'on met systématiquement sur ce type de vitrine. Et puis, on a aussi des verrouillages mécaniques, donc un double verrouillage du système d'ouverture. Après, ce qui est important aussi pour une vitrine patrimoniale, c'est bien sûr d'avoir un système… Ah, tu as bougé ta souris. Pardon. Je t'en prie. Hop. D'avoir un système de contrôle de la régulation et donc un instrument de mesure. C'est important de mesurer ce qui se passe à l'intérieur de l'espace d'exposition. On a encore, nous, beaucoup de projets où on nous demande de réguler l'humidité relative, mais sans le mesurer. Et c'est pour nous un problème, puisque même si vous avez un système de régulation, actif ou passif, il faut absolument en permanence mesurer pour savoir ce qui se passe dans l'espace d'exposition. Alors, l'autre danger aussi, bien sûr, c'est ce qui vient de la lumière. Donc, il vous faut des éclairages exempts d'UV. Sur ça, deux choses. D'abord, faites attention. Alors, les éclairages LED sont exempts d'UV et donc ils ont petit à petit remplacé tous les éclairages dichroïques que vous mettez dans les vitrines. Mais faites attention à la dissipation de la chaleur. Il est important que tout ce qui est la dissipation de la chaleur arrive à l'extérieur de l'espace d'exposition, ou de choisir des éclairages type Corporate Friends qui sont particulièrement et très peu faibles en dissipation de chaleur et donc qui peuvent être mis à l'intérieur des vitrines. Mais on a trop souvent l'introduction d'éclairages qu'on dit donc LED, donc exempt d'UV, oui, mais il y a le problème de la chaleur qui est dégagée par les appareils, même si c'est beaucoup plus faible que ce que faisaient les dichroïques. Ensuite, deuxième sujet sur l'éclairage, c'est une des principales sources de fuite d'air. Donc, il faut voir la mise en œuvre de l'éclairage de manière à ce que ce ne soit pas un motif de perte d'étanchéité du volume d'exposition.
Après, bien sûr, ça c'est la norme NFZ 40010. On est sur des matériaux à proscrire et des matériaux plus adaptés, de manière à ne pas avoir, par la vitrine elle-même, des matériaux non conformes. Voilà, donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la définition de la vitrine patrimoniale. Alors, nous, on a des solutions techniques pour répondre à ces exigences. Bien sûr, on favorise les matériaux inertes. Alors, en bois, en massif, les moins acides, les plus neutres, c'est le frêne et l'érable. Vous avez aussi le MDF ZF. Alors, en ce moment, avec la pénurie, qui est très difficile à trouver, mais sinon, c'est un MDF qui peut servir à faire une vitrine patrimoniale. J'attire juste votre attention sur le fait qu'en général, vous l'utilisez peint avec des peintures aqueuses et qu'il faut au minimum 3 semaines de séchage avant de pouvoir mettre les collections dedans. Sinon, vous avez l'humidité de la peinture qui va ressortir dans l'espace d'exposition. Donc, quand on nous demande de la vitrine avec des socles en MDF, on sait qu'on a forcément 3 semaines pour pouvoir fournir un produit stabilisé. Le métal, c'est la solution, il est parfaitement inerte. En plus, ils sont traités, ils ont une peinture cuite au four résistante et inerte. Sinon, on peut faire de l'inox. Enfin, il y a plein de solutions en termes de stockage et de support métal qui apportent une totale inertie. Le verre est par essence inerte. Alors, le verre, il y a deux choses sur le verre. D'abord, vous avez différents degrés de transparence. Là, la photo que vous avez de Rézé, qu'on a installée en juin dernier, on est sur du verre haute transparence, c'est-à-dire qu'on a enlevé dans le verre tout ce qui était ferreux pour lui donner de la transparence. Vous savez qu'il existe aussi des verres anti-reflet. Alors là, l'anti-reflet, on l'obtient sur un verre comme ça, aussi transparent que ça, mais avec en plus une surface de traitement de surface à l'extérieur. Bon, ce sont des verres qui restent onéreux, mais en tout cas, ils offrent un effet œil nu pour n'avoir aucune déformation de l'objet en vision. Après, ces verres, ils sont très techniques et ils sont composés de plusieurs verres, qu'on appelle verres feuilletés. Et le minimum, c'est le 442, donc 2 verres de 4 mm avec 2 films PVB. Et ce PVB, il nous intéresse beaucoup parce qu'il bloque les UV en plus de rendre le verre anti-effraction. Alors après, en termes de sécurisation passive toujours, on nous demande de plus en plus des P5A ou des P6B. On nous demande aussi de rajouter, on propose quand c'est vraiment nécessaire de rajouter dans les collages des verres à 45 degrés des lames de métal pour éviter que ce soit un point d'accroche facile pour casser la cloche ou la vitrine. Voilà, donc on a des solutions aujourd'hui pour sécuriser et pour rendre totalement inertes les solutions. Après, au minimum, on met aussi un système passif de l'humidité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les matériaux organiques et photographiques sont particulièrement sensibles, par exemple, et donc trop humide, vous avez l'apparition de moisissures, et trop sec, vous avez vos collections qui vont un peu se racornir. Donc, c'est très important d'avoir un matériau tampon dans les vitrines patrimoniales. Voilà. Si vous avez de l'éclairage ou si vous avez un système actif de régulation qui est alimenté électriquement, bien sûr, c'est très important que toute la partie électrique soit en dehors de l'espace d'exposition. Et donc, à ce moment-là, il faut concevoir vos vitrines avec des socles en capacité de recevoir toute la partie électrique avec un compartiment technique totalement isolé de l'espace d'exposition et aéré pour que la dissipation de la chaleur des transfos ou des appareils de régulation soit bien évacuée vers l'extérieur et non pas vers l'espace d'exposition. Voilà, alors les solutions pour justement un petit focus sur les solutions techniques concernant la régulation. Alors, à gauche, vous avez la propadine. Je ne sais pas si tout le monde connaît la propadine. C'est un produit qui est arrivé sur le marché. On a commencé à le proposer, ça doit faire 5 ans maintenant. Par rapport à un silicagel qui ne fait que absorber ou à un prosorbe qui absorbe et désorbe, la propadine, elle aussi absorbe et désorbe, mais elle a 2 autres caractéristiques qui en font pour nous un produit qu'on
qu'on aime bien proposer et utiliser pour protéger les collections. C'est un produit qui est conditionné en chambre climatique. Donc, on a une résolution au 1% de précision. Donc, ça, très, très intéressant. Et puis aussi, il absorbe les COV. Il absorbe les COV. Donc, on apporte vraiment une protection dite passive très intéressante. Après, en produits actifs, vous avez par exemple le BC qu'on distribue depuis aussi de nombreuses années, donc qui est un produit qui est toujours qui est toujours upgradé, qui évolue, mais le principe est toujours le même, vous le connaissez, ça fait plus de 20 ans que c'est le même système, donc je condense ça de l'eau et mis dans une petite bouteille, donc vous avez de la maintenance parce qu'il faut régulièrement aller vider les bouteilles, et puis ce sont des appareils qui prennent pas mal de volume, donc ça nécessite des caissons assez importants. On verra que nous, aujourd'hui, on a des systèmes dans la deuxième partie de mon intervention, des systèmes plus évolués aujourd'hui en termes de maintenance et en termes de place pour l'espace d'exposition. Ouais. Après, je l'ai dit, l'éclairage LED, très important. Et une fois que vous avez identifié un petit peu quels étaient les objectifs en termes d'humidité relative, on va pouvoir nous faire un cahier des charges sur les préconisations minimum de la vitrine. Et après, il y aura les considérations esthétiques qui viendront derrière. Il y a d'abord un vrai point sur l'aspect vitrine patrimoniale pure pour qu'elle réponde parfaitement à la protection de vos collections. Voilà. Où nous en sommes aujourd'hui de la vitrine patrimoniale avec la sécurité passive. Et maintenant, on va aborder la sécurité active. Super. Je te remercie, Juliette, pour cette partie. Alors, je vais prendre la main. Donc, Editech Arts, je fais rapidement, parce que je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ne connaissent pas, vu qu'on est deux entreprises et des invitations des deux côtés. Donc, on est vraiment spécialisé dans ce qu'on appelle les solutions IoT, donc IoT, Internet of Things, donc l'Internet des objets. Notre but, c'est d'aller justement connecter les objets pour les rendre accessibles à distance, en l'occurrence là, les collecter des données auprès des œuvres, donc la protection rapprochée des œuvres. Donc, on est fabriqué en français. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on fabrique nous-mêmes nos propres produits. On contrôle autant la partie matérielle du produit que la partie logicielle. C'est nous vraiment qui développons tout. On est basé à Aix-en-Provence. C'est pas pour le soleil, c'est justement parce que c'est le pôle européen de tout ce qui est solution RFID, donc radio fréquence d'identification. Donc la radiofréquence, parce que tous nos produits en fait fonctionnent en radio, justement pour avoir des solutions sans fil. On sait que dans les musées, dans les monuments historiques, il n'y a pas toujours accès à du réseau. Donc voilà, on utilise des données radio. Ça fait 13 ans qu'on existe, on a plus de 200 projets à travers 16 pays et on a également une filiale en Allemagne, simplement parce que l'Allemagne, comme la France, est un pays où il y a énormément de musées et de monuments historiques. Donc notre mission, vos besoins, notre mission, c'est de vous aider à réduire les dépenses tout en améliorant l'efficacité des équipes, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de réduction de personnel, et en ayant une solution qui soit simple pour les opérateurs. Avec du coup un seul outil qui répond en fait à une multitude de métiers. Donc ici on les voit, régisseurs, conservateurs, directeurs, les agents de sécurité, etc. etc. Donc à chacun son Editech Arts dans un seul outil synchronisé pour accompagner le travail en équipe. Mais par contre, on a adapté une variété de capteurs, donc un seul outil logiciel, mais une variété de capteurs pour répondre à différents besoins, puisque toutes les œuvres ne sont pas exposées de la même façon. Donc on a à droite nos tags qui sont spécialisés dans tout ce qui va être tableau, vitrine et sonnerie locale. Et à gauche, tout ce qui va être barre laser. Je pense que la plupart de vous connaissez des solutions où on avait en tout cas déjà entendu parler. Et donc le but, c'est que toutes ces solutions vont remonter en radio vers un poste de sécurité qu'on voit du coup ici au milieu, de façon à avoir une intervention rapide en cas de problème, que ce soit de la sécurité ou de la constatation préventive. Je vais rentrer dans le détail juste après. Donc, pourquoi connecter une vitrine? Alors, simplement parce qu'il peut y avoir des risques, même, voilà, Juliette vous en a parlé tout à l'heure aussi, c'est risque d'étanchéité, risque de choc, bousculade, des personnes peut-être mal intentionnées, comme en effet une simple acte non volontaire, comme un sac à dos par exemple, qui vient bousculer une œuvre, une vitrine, des tentatives d'ouverture,
du bris de glace ou encore de la fumée, parce qu'en effet, on l'a dit tout à l'heure, il y a de l'éclairage aujourd'hui aussi dans les vitrines. Donc le but, c'est d'aller contrôler tout ça. Donc son but, c'est vraiment la protection. Donc il y a la sécurité passive que vous a présenté justement Juliette tout à l'heure avec les systèmes d'ouverture et autres. Et il y a la sécurité active, et c'est là en fait qu'on intervient et qu'on travaille depuis du coup des années avec ProMuseum. Donc on vient placer justement dans les vitrines des capteurs qui vont permettre d'avoir une sécurité active et d'avoir en fait toutes les informations nécessaires en temps réel. Et le but en fait, c'est de pouvoir faire intervenir l'agent de sécurité avant l'effraction. Là, ce schéma peut paraître un petit peu barbare, je vais vous l'expliquer. La flèche en rouge ici, en fait, c'est tout simplement la résistance mécanique de la vitrine. D'accord? Donc le loquet, le bris de glace, etc. Donc on l'a dit, il y a différentes sécurités qui existent aujourd'hui. Et du coup, tout ça va tenir un temps. Et notre but, c'est justement d'aller prévenir l'agent de sécurité avant que ce temps soit fini. Et donc ici, on a en effet l'acte de vandalisme. En général, en moins d'une seconde, notre tag va réagir. Donc là, imaginons que ce soit en effet quelqu'un qui vienne essayer de casser une vitrine. Donc, le détecteur de mouvement va réagir, va transmettre en moins d'une seconde vers notre superviseur l'information. Ensuite, il y a un délai en effet pour que l'opérateur prenne connaissance de l'information, de quelle vitrine. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer après, c'est bien fait, il y a le plan du musée, il y a la photo de la vitrine, etc. etc. Et ensuite, il y a bien sûr une action qui est définie avec le responsable sécurité auprès de l'agent, de dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on s'accoupe talkie-walkie pour un agent en salle? Est-ce qu'on intervient physiquement sur place, etc. etc. Et le but, c'est qu'en fait, toutes ces actions-là soient plus courtes que le temps nécessaire pour aller potentiellement fracturer une vitrine. Donc, on a énormément aujourd'hui de types de demandes différents. Les clients souhaitent répondre aux facility reports qui, on sait, sont de plus en plus complexes quand il y a des prêts d'œuvre. Être informé sans délai d'éventuels chocs, être informé d'ouverture, connaître tout ce qui est conditions de conservation. Donc là, on parle en fait de température et d'humidité relative au sein de la vitrine. Avoir un historique complet de ces informations, parce que souvent, justement, les prêteurs veulent, en fin d'exposition temporaire, avoir les informations sous un format CSV, par exemple, et pouvoir en effet établir des courbes de température, humidité, etc. etc. Bon. Et vous puissiez prouver en fait à votre prêteur que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de leurs œuvres. Vous-même, en tant que prêteur aussi, pouvez être assuré sur ce genre d'informations. Et en effet, augmenter l'efficacité et la rapidité du personnel. Donc, la vitrine connectée, c'est justement de pouvoir répondre à tous ces besoins. Donc, la vitrine connectée, c'est quoi? C'est une vitrine qui est accessible facilement depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette. Tout produit connecté. Vous avez l'information en temps réel de tout ce qui se passe dedans. Donc, elle surveille. Donc, on assure la sauvegarde du patrimoine avec la conservation préventive, donc les températures et humidité, avec la sûreté, donc des détecteurs de choc, détecteurs de bris de glace ou détecteurs de fumée. Donc, ce sont des produits, en fait, en option, on peut mettre jusqu'à deux systèmes. Donc, par exemple, un système de détection d'ouverture et en plus un système de bris de glace, par exemple. Et qui est consultable à distance. Alors, on est bien on est connecté en fait au réseau. Ça peut être sur un réseau privé. J'insiste là-dessus. Il y a beaucoup aujourd'hui de musées, et on le comprend, qui sont complètement hermétiques à l'extérieur en termes de réseau. Et donc, en effet, on est bien sur un réseau privé du musée. Si c'est la volonté du musée, aussi, on peut aussi s'ouvrir sur l'extérieur, ce qui nous permet du coup d'aller faire des maintenances à distance. Et ça communique. Donc, pilotable à distance, c'est-à-dire au-delà de recevoir les informations, on peut aussi émettre des informations vers les produits, vers les tags. Ça nous permet par exemple d'aller régler des seuils de température humidité, d'aller régler la sensibilité du tag au choc, etc. etc. On s'interface avec tous les systèmes de sécurité existants, que ce soit les caméras, que ce soit les hyperviseurs, que ce soit les alarmes peut-être locales du musée, etc. etc. On a aussi des solutions qu'on met en place de beeper qui permet justement aux agents de sécurité d'avoir un beeper à la ceinture et de voir des informations en temps réel et d'éviter justement les talkie-walkie. Et on émet en plus du superviseur aussi au choix des alarmes locales. Donc c'est possible aussi d'avoir des alarmes locales qui permet du coup souvent de dissuader la personne qui potentiellement, exprès ou non, en tout cas, agit contre une œuvre. Donc ces communications passent par plusieurs outils.
Donc, le superviseur avec le module agent de sécurité, donc ce que je vous parlais tout à l'heure. Ici à gauche, on a une photo où tout va bien, donc le plan du musée. On voit ici en vert, c'est assez petit, mais les capteurs qui sont placés qui représentent à chaque fois une heure. Et puis, dès qu'il y a un problème, on a un réticule rouge sur l'œuvre qui s'affiche avec la photo, toutes les informations. Et dans la barre en bas, vous avez l'explication de ce qui se passe. Est-ce qu'en effet, c'est un choc? Est-ce que c'est une température? Est-ce que c'est de l'humidité? Ou est-ce que c'est potentiellement une pile faible? Ou est-ce que c'est un système, je ne sais pas, vous avez peut-être un peintre qui vient repeindre un mur et qui aura débranché une balise, etc. Voilà, on a vraiment un suivi en temps réel et en permanence de ce qui va se passer auprès de la vitrine. Donc, on est vraiment, on sait H24, 7 jours sur 7, si la vitrine est en sécurité. On a le module conservateur, donc poste administrateur, où justement, vous allez pouvoir importer vos tableaux Excel de la liste des œuvres d'une exposition temporaire, par exemple, ou des expositions permanentes, peu importe. En fait, vous importez un tableau Excel, donc avec les photos, le descriptif, son numéro, etc., etc. Donc, c'est vraiment facile, on a juste un import à faire. Et vous allez après tout simplement placer sur le plan du musée les œuvres. C'est aussi avec cet outil, vous pouvez aussi paramétrer à distance des seuils de température, humidité ou des variations de choc. C'est un client léger sans installation. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez qu'une seule licence, avec une seule licence, vu qu'on est sur une interface web, encore une fois locale, vous pouvez l'ouvrir depuis n'importe quel ordinateur, smartphone, tablette qui est sur le réseau du musée, sur le réseau privé bien sûr. Ça permet justement de ne pas avoir à acheter plusieurs licences, et ça évite aussi de devoir installer en dur un logiciel. Là, on est vraiment juste sur une ouverture de page web. Et on a aussi pour les clients qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un superviseur, qui ont un petit moyen musée ou qui ont juste en effet une exposition temporaire avec un besoin ponctuel, la possibilité d'aller directement auprès de l'œuvre, lire les températures, humidité, d'en afficher les courbes et de les envoyer par mail, par exemple. C'est aussi une solution dont on se sert pour les transports. C'est-à-dire que souvent sur l'exposition temporaire, le prêteur peut vous demander en effet de surveiller pendant le transport l'état de son œuvre, ou alors vous pouvez demander en effet à la personne qui vous prêtez d'aller surveiller l'état pendant le transport. Et donc en fait, on met ce qu'on appelle en mode avion le tag qui est passé sur l'œuvre et qui pendant toute la durée du transport et même du coup derrière la durée de l'exposition temporaire va enregistrer les données. Après, vous pouvez ponctuellement, quand vous voulez, aller récupérer ces données et les lire. Une vitrine connectée, oui, mais comment? Depuis tout à l'heure, je parle de tag. Donc, on va justement rentrer dans le vif du sujet du produit. On a plusieurs tags qui vont s'adapter en fait à différentes vitrines. Je vais principalement parler des vitrines aujourd'hui, hein, c'est vraiment le cœur du sujet. Donc, j'ai mis en premier le Moontag V. C'est un Moontag spécial vitrine. Il a la particularité d'être beaucoup plus gros que les autres pour la simple et bonne raison qu'il est totalement invisible à l'œil du visiteur puisqu'il est caché dans le compartiment technique de la vitrine. Il n'est pas dans le compartiment objet, il est bien dans le compartiment technique. Il est à côté justement de la cartouche de silicagel, du dessicant. Et donc, il vient avec son capteur de mouvement repérer tout ce qui va être choc, avec son capteur de température humidité dans le flux d'air de la vitrine, repérer tout ce qui est température et humidité, donc seuil de température et humidité. Et il a deux sorties qui nous permettent, comme je dis tout à l'heure, d'aller connecter un contacteur de vitre ou d'aller connecter potentiellement un bout de glace, détecteur de fumée, etc., au choix. Donc, je vous montrerai après à quel type de vitrine il s'associe. Et on a en effet après le Moontag Smart Sensor, qui lui va faire mouvement, température et humidité, qui est très petit comme vous pouvez voir. Et le Moontag M-Buzzer, qui lui va faire mouvement et sonnerie locale. Donc le Moontag V, je l'ai dit, hein, c'est un contact spécial, un détecteur spécial vitrine. Il a deux entrées pour aller faire de l'ouverture de vitre, du briquet fumé. Bien sûr, tous ces tags remontent leurs informations en radio. Il est caché et il fonctionne justement avec une pile qui est une pile du commerce. Alors c'est un point, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. C'est un point qui est important, c'est que tous nos produits vont fonctionner sur pile, qui ont une durée de vie en moyenne de 2 à 3 ans selon justement les émissions qu'il va faire. C'est un point très important parce qu'aujourd'hui, une pile CR2430, ça coûte 1 € dans le commerce. Et on n'est pas sur des tags qui sont des tags batterie. Les tags batterie, qui durent souvent un peu plus longtemps, on peut aller jusqu'à 4-5 ans. Quand la batterie est morte, malheureusement, vous devez réinvestir la totalité des tags. Vous devez racheter en fait tous les tags qui sont périmés en termes de batterie. Ce n'est pas des batteries qui se rechargent. Donc forcément, le budget tous les 4-5 ans est assez conséquent. Donc là, on a un vrai avantage, c'est qu'en fait, on vient tout simplement changer la pile. Le superviseur vous indique en permanence
quand la pile est faible. Et souvent, ce qu'on propose aux clients, c'est de simplement aller changer la pile quand il y a soit une ouverture de vitre pour changer une œuvre, pour faire un dépoussiérage, peu importe. C'est une vitre de €, donc on n'attend pas forcément que la pile soit faible. Dès qu'en effet, pour X raison, on vient du coup ouvrir une vitrine, on en profite pour changer la pile. Donc la vitrine cloche, donc comme je l'ai dit, il se met dans le compartiment technique de la vitrine et il a son détecteur d'ouverture de vitre. C'est un petit contact à galets qu'on voit ici sur la gauche et qui vient tout simplement se mettre au niveau de la feuillure de la vitrine. Et donc quand la vitrine est fermée, le contact est activé et si en effet on vient soulever la vitrine, le contact se lève et donc déclenche l'alarme. On envoie son signal en radio, d'accord, vers des balises radio qui sont dans la salle. Et ces balises radio, après, elles sont reliées directement au superviseur. Vitrine architecturale, même principe, sauf que là, on n'est pas dans la feuillure, on y est directement apposé à la porte vitrée de la vitrine. Donc là aussi, toujours pareil, hein, on vient détecter tout ce qui est choc, ouverture de vitres, température, humidité. C'est le même principe. Le Moontag Smart Sensor, donc c'est un tag qui est souvent plus adapté aux tableaux, aux vases, aux œuvres de ce type-là. Il est extrêmement petit, c'est le plus petit tag qui existe aujourd'hui sur le marché, extrêmement fin. On l'a fait justement, on l'a conçu, on l'a développé pour être adapté et pouvoir se glisser derrière un tableau. Il a sur le même principe une remontée radio pour tout ce qui est mouvement, température, humidité. Il fonctionne aussi sur pile. Et en fait, on l'adapte surtout pour les vitrines de ce type-là, qui n'ont pas de compartiment technique. Et du coup, dans lequel on ne va pas pouvoir mettre le Moontag V spécial vitrine. Et à ce moment-là, on vient tout simplement poser le tag sur la vitrine. Donc, il a l'avantage d'être assez petit, donc il ne va pas trop se voir si en effet il est par exemple caché derrière un objet, sur la vitre arrière par exemple. Mais c'est la seule solution aujourd'hui qu'on peut avoir si en effet on n'a pas de compartiment technique. Et aujourd'hui, on a des musées monuments historiques qui ont encore des anciennes vitrines. Pas tout le monde n'est forcément à jour sur les super vitrines que propose le muséum aujourd'hui. Et donc voilà, sur des anciennes vitrines qui existent encore, on vient mettre ce type de tag. Donc, que ce soit le Smart Sensor ici, ou alors le buzzer qui vient sonner localement en plus, et qui donc, en effet, si jamais on vient casser une vitrine ou la soulever ou autre, va potentiellement aller sonner fort et donc prévenir tout le personnel qu'il peut y avoir autour dans le musée. Donc, tous ces tags ont plusieurs avantages. C'est que pour les vitrines qui ont un compartiment technique, le Moontag V est totalement invisible. On n'a pas un boîtier qui est dans le compartiment objet et qui donc du coup va dénaturer les œuvres. Ils sont polyvalents, ils répondent à plusieurs demandes, donc à savoir la conservation préventive avec la température, humidité et tout ce qui va être ouverture, bris de glace, fumée. Il est sans fil, donc là aussi on n'a pas besoin d'aller connecter des câbles supplémentaires. Facile d'entretien, on a juste à changer la pile. Et on a toutes les informations en temps réel, donc une réactivité des agents et on répond aux demandes des prêteurs. Voilà, donc c'est toute cette technologie qu'aujourd'hui on propose qui est vraiment aujourd'hui en fait les clients, le retour qu'on a, c'est qu'on a vraiment des produits qui sont en avance technologiquement parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont fiables. On est sur des technologies radio qui sont brevetées, qui ne sont pas perturbés par tout ce qui va être talkie-walkie, tout ce qui va être télécommande, etc., puisqu'on n'est pas sur la fréquence des talkie-walkie qui est en 433 MHz, on est sur une fréquence professionnelle en 833 MHz, donc on n'a pas de perturbation qu'il peut y avoir avec d'autres produits radio dans le musée. Et on a l'avantage d'avoir ces tags qui fonctionnent sur pile, et donc on a vraiment un coût d'investissement au départ, et derrière vous avez un entretien qui est vraiment peu onéreux, puisque la pile vaut aucun euro. Voilà, donc c'est des produits bien sûr qu'on met assez fréquemment dans les vitrines de ProMuseum. On travaille depuis longtemps avec eux sur ces produits-là. On fait également partie d'ailleurs de leur catalogue, donc n'hésitez pas. Je vais maintenant relaisser le relais à Juliette pour la suite sur leur nouvelle solution de conservation. Je te remercie. Juste par rapport à ce que tu viens de dire, le tag vitrine ne peut pas être intégré après la fabrication de la vitrine. Donc, c'est quelque chose qu'il faut penser au moment où on fabrique la vitrine, parce que la partie
d'appui nécessite des défonces dans la partie socle et des découpes dans le profilé. Donc, on est obligé de concevoir dès le démarrage l'intégration du Moontag V. Par contre, le petit Moontag, lui, par contre, effectivement, on le met beaucoup dans les vitrines existantes, ça ne pose pas de difficulté. Ouais. Alors, on fait régulièrement les deux, hein. Soit on intervient sur des vitrines existantes et on utilise l'autonome. Le M-Buzzer aussi est beaucoup utilisé. Enfin, c'est un produit courant et qui a retour client très, très positif. Tout à fait. C'est le Moontag vitrine, comme tu le dis en effet, on est beaucoup plus à l'aise pour l'installer sur des vitrines qui vont être fabriquées. Ouais. Parce que là, on prévoit justement la place pour, avec le passage de câble, etc., etc. On l'a quand même fait dans les vitrines existantes, mais c'est vraiment du cas par cas. Et à ce moment-là, en effet, on étudie les plans en amont. Et on voit en effet une potentielle faisabilité technique. Mais c'est en effet assez rare. C'est vraiment quelque chose, on aime dans tous les cas, quels que soient les projets, être quand c'est des rénovations, là, tu parles de rénovation, donc on aime être en effet en phase amont. Il ne faut pas attendre de nous consulter au dernier moment. Il faut en effet qu'on puisse travailler main dans la main avec le fabricant de vitrine. Mais voilà, si en effet on ne peut pas l'intégrer dans la vitrine, en ce moment-là, on passe sur le petit tag qui fonctionne très bien aussi. Voilà, donc on a fait, par exemple, les vitrines du Clos Lucé, on a sur la partie socle des vitrines tables, on a évidé pour pouvoir intégrer les tags vitrines partout et ça fonctionne très très bien. Alors en fait, ce qu'on vient de vous présenter ensemble, c'est vraiment le premier niveau top de la vitrine patrimoniale avec l'inertie, le contrôle grâce aux produits dessicants, les alarmes, la récupération des données sur l'humidité relative et sur la température. Là, vous avez un ensemble qui est qui répond parfaitement à votre besoin en termes vraiment de vitrine patrimoniale connectée. C'est-à-dire que vous avez l'information disponible et votre vitrine, elle protège bien vos collections. Après, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on a une évolution dans l'exigence, notamment des DRAC, sur la vitrine patrimoniale et avec une exigence plus forte sur la régulation. Et en fait, c'est pour répondre à cette exigence supérieure pour la conservation préventive qu'aujourd'hui, on a deux produits qu'on va vous présenter maintenant qui se positionnent comme étant la réponse adaptée, qui a été testé par le C2RMF au Louvre, etc. Donc, c'est des techniques éprouvées. Nous, ça fait depuis 2007 qu'on propose des membranes, parce qu'on va parler des membranes aujourd'hui. C'est aujourd'hui la solution la plus performante. Tout à l'heure, je vous ai montré le système avec la bouteille de condensat. Voilà, là, on est sur la génération d'après. Et vous allez voir que aujourd'hui, on offre un package complet pour la vitrine patrimoniale de haute exigence. Alors, on est toujours sur une régulation. La problématique, c'est qu'on est vraiment sur une régulation très progressive. Ça, c'est une notion très importante parce que une vitrine supporte mieux une collection dans une vitrine supporte mieux d'être à 5% d'humidité relative au-dessus que ce qu'elle devrait être parce que c'est stable, que d'avoir des variations. Donc la régulation progressive, nous, quand on installe un système de membrane, on arrive à la valeur cible au bout de 48 heures. Et c'est bon pour la collection. Et donc après, une fois que la vitrine est fermée et que les collections sont sous membrane, l'idée c'est que tout le système technique est à l'extérieur pour ne plus rouvrir l'espace d'exposition pour éviter les variations brutales avec l'air de la salle qui rentre dans l'espace d'exposition. Alors bien sûr, on va retrouver l'exigence en termes de traçabilité, puisque les prêteurs maintenant sont très demandeurs de pouvoir eux-mêmes recevoir les alarmes. Donc, pour être sûr que une fois qu'ils sont assistés à la mise sous vitrine et qu'ils sont repartis, ils sachent ce qui se passe pour la collection. Et puis nous, aujourd'hui, on a une demande aussi pour la mesure des coves et des luxes. Donc la solution
aujourd'hui qu'on a, on a la possibilité de mesurer également les coves et les luxes. Alors, j'insiste, hein, il n'y a pas de régulation qui fait sens sans contrôle, et l'importance des enregistreurs et des systèmes d'alarme, on va la retrouver. Alors, pourquoi les membranes? Alors, les membranes, c'est aujourd'hui un système qui est particulièrement… alors, je vais essayer… voilà. C'est un système alors qu'on intègre assez facilement dans une vitrine existante parce que très plat. Il est bien sûr pour nous plus facile de l'intégrer dans une vitrine en fabrication, mais on l'a intégré de nombreuses fois dans des vitrines existantes. Et ces deux membranes, il y en a, elles sont identiques et réversibles. Donc, quand vous en mettez une dans un sens et une dans l'autre, vous faites de la régulation, c'est-à-dire vous allez enrichir ou appauvrir les molécules d'eau gazeuse contenues dans l'air. Mais si vous avez une problématique de saturation de l'air extérieur en eau, on peut aussi mettre les deux membranes dans le même sens, et à ce moment-là, elles ne font que travailler dans un sens et elles vont abaisser l'humidité relative de la vitrine. Voilà, donc déjà, on a une possibilité. On va pouvoir traiter avec deux membranes jusqu'à 3 mètres cubes, et on peut mettre 4 membranes, 6 membranes, 8 membranes, on n'est pas limité. Donc, on arrive aujourd'hui, et ça, c'est nouveau, parce que le contrôleur a évolué, à pouvoir gérer des gros volumes d'air. Voilà. Alors, pour que ça fonctionne, on est sur des vitrines étanches à 0,1 volume d'air jour. Voilà. Puisque on est sur un système extrêmement précis, si on veut avoir ce niveau-là de précision, il faut une étanchéité à l'air extrêmement élevée. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la température a une influence très importante sur l'humidité relative. Vous allez 1 degré Celsius de variation va avoir une répercussion de l'ordre de 3% sur l'humidité relative. Donc aujourd'hui, dans les nouvelles exigences DRAC qu'on voit apparaître, on nous demande aussi de traiter la température. Et là, ça devient techniquement quelque chose de beaucoup plus complexe, parce que pour faire du froid, l'appareil dégage du chaud. Et donc, on a vraiment une étude complète à faire quand vous avez ce genre de demande. On ne travaille pas, on n'intègre pas le matériel comme ça. On fait une étude complète. On va vous demander les conditions climatiques de la salle, les conditions climatiques aussi de l'extérieur du bâtiment pour pouvoir anticiper, puisque le thermocontrôleur ne va pas réellement réguler, mais va stabiliser. Et donc, il faut qu'on vérifie que la stabilisation est possible. Alors, à l'intérieur de la vitrine, au plus près de l'œuvre, on met une sonde. Pendant très longtemps, on a tout fait pour les cacher, ces sondes. Voire même, elles étaient intégrées dans les planchers des vitrines. Mais le problème, c'est qu'elles mesuraient l'humidité et la température du plancher. Donc, ça n'avait pas de sens. Donc, maintenant, vraiment, il faut mettre les sondes au plus près de l'œuvre et visibles, qu'elles puissent réellement mesurer l'humidité et la température de l'espace d'exposition. Chaque appareil, alors là, en fait, vous avez ici les membranes. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris. Enfin, ça, c'est les fameuses deux membranes. Bien sûr, si vous mettez de l'actif, vous le doublez avec un passif. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une coupure de courant. Donc, le passif ne va pas travailler puisque c'est les membranes qui vont stabiliser l'humidité relative de la vitrine. Par contre, si les membranes, à un moment, parce qu'il y a une coupure de courant ou s'il y a une panne ou quoi que ce soit, le passif va prendre le relais. Donc, jamais d'actif sans passif. Voilà, vous avez une cassette de propadine et on peut en mettre 2, 3, pareil. On va conditionner le compartiment en fonction du volume d'air à traiter. Et puis ici, vous avez le thermocontrôleur. Donc là, vous avez une vitrine qu'on avait présentée au CITEM il y a 2 ans. Vous avez la totalité de la configuration. Bien sûr, tout ça est invisible. Là, vous êtes dans le compartiment
technique qui est sous le plancher et qui est, inclus dans l'espace d'exposition. Et puis tout le reste est sous le plancher avec ici de fortes ouvertures et une ventilation intérieure pour faire circuler l'air dans les grandes vitrines et parfois une extraction pour le caisson bas pour extraire la chaleur. Voilà. Donc on est vraiment sur une étude complète selon la taille de la vitrine et selon les collections. Alors concrètement, dans une vitrine, voilà, c'est une vitrine classique, c'est celle qu'on est en train de fabriquer pour Air sur Adour. Donc là aussi, c'est une drague très exigeante. On est sur des verres P7B très épais, anti-effraction. On a une structure métal complète soudée parce qu'ils ont peur de possibilité d'effraction aussi par l'extérieur. Donc on est toujours sur la sécurité passive. Le compartiment pour produits dessicants. Donc ça, c'est le passif. Et ils nous ont demandé aussi un système actif. Donc là, on a un système de membrane. Vous voyez, on est sur un socle de 22 cm. Le contrôleur va se situer là. Et donc, on est obligé de faire ici une paroi amovible pour pouvoir accéder au compartiment technique. Voilà, donc ça, c'est le principe. Et il y aura, mais là, c'est pas représenté, un petit ventilateur pour bien brasser l'air à l'intérieur de la vitrine. Alors, ça, c'est le principe du thermocontrôleur. Alors, le thermocontrôleur est beaucoup plus gourmand en place parce que vous avez besoin d'un brassage d'air. Et BMC prend de la place et c'est important pour les volumes. Et vous avez une sonde qui mesure à la reprise d'air. C'est-à-dire qu'on va récupérer l'air, puis il va être traité et réinjecté. Et donc, on doit vraiment gérer une circulation. Là, c'était pour le couvent des Jacobins qu'on avait fait ça. Voilà, donc là, vous voyez, eux, ils ont fait le choix d'une vitrine en bois. Donc là aussi, pareil, hein, parce que c'est les ateliers de Toulouse qui ont fabriqué les vitrines, nous, on les accompagne sur la conception pour que les ateliers municipaux puissent quand même continuer à fabriquer des vitrines parce que ça reste quand même une solution pour les musées. On les accompagne pour la faisabilité et on fait les tests pour eux que ça fonctionne. Voilà. Après, ici, vous avez un exemple d'intégration des deux, comme dans la vitrine précédente. Donc là, on a l'espace d'exposition, la circulation de l'air, la membrane, la deuxième membrane, le thermocontrôleur, la partie qui est à l'intérieur, la partie qui est à l'extérieur. Et puis, vous avez les deux contrôleurs. Alors maintenant, on peut aussi faire des contrôleurs qui font les deux en même temps. Alors là, on a aussi la possibilité de créer des caissons. Et en fait, on va traiter l'air et on va venir avec des gaines alimenter plusieurs vitrines. Ça, c'est quand on est dans des ensembles de scénographie bien particulières. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même des appareils qui sont coûteux. Vous êtes entre 2 et 3 000 € pour des membranes, entre 2 et 3 000 € pour un thermocontrôleur. Donc, quand on peut avoir un appareil qui fait plusieurs vitrines, surtout que là, on est sur des vitrines avec des petits volumes d'air, économiquement, c'est intéressant. Donc, ça fait partie de l'étude. Alors, là, on vient de livrer la vitrine dans l'église de Cuffy. Donc, c'était la DRAC Centre Val de Loire qui nous avait donné le cahier des charges. Donc, c'est un bon exemple pour vous montrer ce qui se fait aujourd'hui. Donc, voilà la vitrine, un gros volume d'air. Donc, bien sûr, on a fait l'étude préalable. Donc, dans l'étude, on travaille sur l'implantation des membranes. On va travailler sur les verres. On va travailler les fuites d'air au niveau de l'éclairage. Donc là, l'accès aux éclairages se fait par l'extérieur. Et on a fait le choix d'une vitre sous les éclairages pour vraiment assurer une étanchéité parfaite, puisque comme il y a des membranes, on doit être à 0,1 volume d'air jour. Pour la protection de l'œuvre, il nous a été demandé un tiroir coulissant. Donc comme ça, vous sortez le tiroir et vous pouvez poser l'œuvre tranquillement et refaire coulisser à l'intérieur de l'espace d'exposition. Donc voilà. On est sur un verre de mémoire, c'est un 5,5, pas de bêtises, mais c'est un 5,5,6, quelque chose comme ça. C'est un verre avec pareil, on a renforcé les angles parce qu'il voulait quelque chose sans montant, donc on a renforcé les angles avec des lames métal. Voilà, donc ça c'est l'étude. Une fois que c'est intégré, ça ressemble à ça. Vous voyez là, il y a 4 membranes parce que le volume d'air est très important. Et puis, pour éviter d'avoir de la lumière pour rien, vous avez un détecteur de présence qui déclenche l'arrivée de l'éclairage. Et puis, vous avez le caisson technique auquel on accède par l'extérieur.
voilà, donc ça nécessite une étude en préalable avec le calcul de la ventilation qu'il faut pour brasser l'air. La vitrine est entièrement montée à l'atelier et on fait les tests d'étanchéité en atelier. Alors, comment on fait les tests d'étanchéité? Donc ça, ce rapport est bien sûr envoyé à la DRAC et au musée avant livraison. Donc, en fait, on introduit du CO2 à l'intérieur de la vitrine, 5000 ppm, et on mesure à quelle vitesse le taux de ppm descend dans la vitrine. C'est comme ça qu'on est capable de dire que la vitrine fait 0,1 volume d'air jour de d'étanchéité d'air. Et puis alors, une fois qu'on a installé la vitrine sur place, on met en place le logiciel de traçabilité, donc qui est Preservarium. Alors Preservarium va utiliser la sonde, c'est une sonde étalonnée de très haute précision qu'on utilise pour nos régulateurs et contrôleurs de membrane et de Pelletier. Il est situé dans l'espace d'exposition et il va en permanence mesurer. Donc vous allez récupérer comme ça l'humidité, la température, l'humidité relative et la température qui est dans l'espace d'exposition. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi un capteur qui vous donne l'extérieur. Voilà, donc là, vous avez la température extérieure en vert. Voilà. Donc là, sur cette vitrine-là, on ne régulait pas la température. Donc, vous voyez que la courbe de la vitrine suit la température extérieure. Et puis, vous avez l'humidité. Donc, l'humidité extérieure qui est là. Et puis, l'humidité régulée qui est là. Voilà. Et en fait, ce logiciel donc, est accessible par tous. Et puis, par le prêteur, par le musée, par la DRAC, on donne les accès. Et puis, vous avez, pour récupérer les données, soit l'Ethernet. Et comme le disait Philippe tout à l'heure, on a bien sûr la solution radio, puisqu'il y a besoin d'avoir la récupération de données. Là, alors la QFI, c'est un cas particulier, c'est que l'église n'a absolument pas Internet, bien sûr. Donc, la mairie était située à près de 100 mètres. On a mis un concentrateur radio pour envoyer le signal à la mairie qui le récupère pour avoir accès à Ethernet et qu'après, ce soit accessible à tous. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de projet de vitrine connectée au niveau 2, c'est-à-dire quand vous avez besoin d'un contrôle actif de température et d'humidité. Et à la fin du premier semestre 2021, on est en train de travailler avec ma fabrique sur les membranes connectées pour miniaturiser encore plus, supprimer le boîtier de contrôle de manière à ce qu'on puisse encore gagner en place et l'intégrer encore plus facilement dans les vitrines existantes. Voilà où nous en sommes sur les vitrines patrimoniales connectées avec contrôle actif. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je ne les vois pas, les questions. Alors, ouais. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. On va en effet aller voir si on a des questions. N'hésitez pas à les poser. Normalement, vous avez une partie avec des questions. C'est aussi le chatter, dans le chatter les questions en même temps. Alors, il y a une question de l'autre côté sur, une question qui revient, on en a parlé sur les piles. Peut-être que je n'ai pas été assez précis là-dessus. Donc, côté du Tag Art, en effet, tous nos produits fonctionnent sur pile. Voilà, on est en avantage, c'est que on conserve en fait l'investissement, puisqu'on a un investissement au départ des tags, et après on a juste la pile à changer qui coûte 1 €. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment le but, c'est vraiment d'aller conserver votre budget, de ne pas avoir à réinvestir en fait tous les 4-5 ans dans l'intégralité des tags. Alors Juliette, il n'y a pas de question de ton côté. Est-ce que peut-être il y a des choses que tu voudrais rajouter? Les questions qu'on nous pose souvent, c'est la durée d'une étude et les coûts que ça peut générer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les préétudes sont gratuites. Hein, on les prend à notre charge. Il nous faut à peu près une quinzaine de jours pour vous faire une préétude de manière à vous dire un petit peu les prérequis, enfin transposer votre cahier des charges en prérequis techniques et vous dire voilà, ça veut dire au minimum que la vitrine va faire ceci avec tel ou tel système de contrôle humidité température. Ça vous permet d'avoir un peu une idée du budget
et un peu une idée du type de solution d'ouverture, parce qu'on en revient toujours au problème d'ouverture et d'esthétisme in fine, de manière à ce que dans votre scénographie, la vitrine s'intègre aussi. Voilà. On va aussi vous accompagner pour toute la partie logistique, parce que les vitrines sont souvent, si on peut, on vous les livre déjà montées. Ça fait des coûts inférieurs, moins importants, mais par contre, si la vitrine doit être montée sur place ou s'il y a des problèmes d'accès, donc on garde aussi tout ça avec vous. Après, en fabrication pure, on est sur, que ce soit pour mettre au point le système de contrôle hygrométrique ou fabriquer la vitrine, aujourd'hui, on est sur 10-12 semaines. Voilà. Ça, c'est souvent des questions qui reviennent et on vous accompagne du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la pré-étude à la conception. On vous fait valider les plans avant fabrication, on fait tout la production, le montage blanc, les tests d'étanchéité, l'installation sur place et la formation à tous les outils. Alors, je rebondis sur ce que tu dis justement en termes de budget, c'est une très bonne chose qu'on en parle. Côté Editag, niveau budget, on s'adapte en fait à tous les budgets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des tout petits musées ou des tout petits monuments, ou même des collections privées qui peuvent avoir 1-2 tableaux. Et donc, on va avoir en effet des tout petits budgets. Donc, on a des produits, par exemple, comme le M-Buzzer, qui est juste un dispositif de mouvement qui va sonner localement. Donc, on est vraiment sur les petits budgets et c'est un produit qu'on vend énormément sur l'exposition temporaire. Comme en effet aller vers les gros budgets, c'est-à-dire la rénovation complète d'un musée. Donc, on vient couvrir en radio l'ensemble du musée de façon à pouvoir aller détecter derrière, que ce soit par barrière laser ou que ce soit par tag, l'ensemble des œuvres. Donc, à ce moment-là, on peut en effet, sur des très très gros musées qu'on a pu faire à Paris, on peut aller au-dessus des 80 000 €. Donc voilà, c'est vraiment on prend vraiment le sujet au cas par cas. On a dit Juliette, nous aussi on vous accompagne de A à Z sur vos besoins. On va venir sur place, on va regarder justement vos plans scénographiques, on va travailler avec les fabricants de vitrines, on va travailler avec les scénographes, on va travailler avec les architectes pour après avoir une solution adaptée à vos besoins et qui puisse correspondre aussi au budget que vous avez parce que ils ne sont pas illimités. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que Juliette, c'est pas important, on sera tous les deux présents au CITEM. Avec plaisir, on sera au CITEM pour vous accueillir. Voilà, comme chaque année, on est présent au CITEM. Donc venez nous voir, passez sur nos stands, posez-nous vos questions. Dans le temps imparti, vous avez sur le slide nos adresses mail, nos numéros de téléphone. Voilà, n'attendez pas le CITEM pour nous poser des questions. On saurait y répondre avec grand plaisir et vous accompagner sur vos besoins. Avec grand plaisir. On est là pour ça. Je crois qu'on a notre timing, ce qui est pas mal. Ouais. C'était un petit peu bavard. J'espère que c'était intéressant et à très très bientôt. Merci à vous. Merci à tous d'être venus. Au revoir, à bientôt. Au revoir.